Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vaishlach. La paracha de cette semaine nous relate le retour de Yaakov Avinu sur la terre de ses ancêtres, Eretz Israël, où il fera face à la réalité de la vengeance de son frère, pour essayer de l'apaiser, mais surtout de le ramener aux sources, de le transformer. À l'instar de la transformation de la terre de Haran pendant les 20 années précédentes, où il y passa une grande partie de sa vie, à, bien entendu, mettre au monde les 12 tribus, mais également de pouvoir trouver la lumière dans cet endroit si obscur, de transformer les caractères de son oncle Lavan. Mais c'est surtout là-bas qu'il eut un événement assez prenant, ce dont nous parlerons aujourd'hui. C'est les liens familiaux. En effet, Yaakov Avinu vécut une vie assez troublante au niveau des liens familiaux, car il fut marié une première fois avec Léa, ensuite avec Rachel. Il préférait Rachel, mais il eut plus d'enfants avec Léa. Qu'en est-il exactement? Quel est l'enseignement pour nous? Et en effet, la question que nous posons aujourd'hui ensemble, quelles sont les bases de liens familiaux réussis afin de pouvoir vivre en harmonie dans un foyer, au sein du couple ou entre parents et enfants? Il y a deux manières d'exprimer une relation, soit d'un point de vue sentimental, émotionnel, l'amour, le partage, ou soit d'un point de vue intellectuel, la réflexion, l'idée, la pensée, la parole, le dialogue. D'ailleurs, pour choisir un conjoint, nous sommes très souvent tiraillés entre l'émotion et l'intellect. Sommes-nous attirés par son intelligence ou par cette pureté du cœur qui émane de lui ou d'elle? Bien sûr, le meilleur, c'est de pouvoir fusionner les deux. C'est de pouvoir vivre avec ces deux forces, l'émotion et l'intellect. Mais on le sait tous très bien, il est très difficile, de plus en plus, de trouver cette harmonie entre ces deux antithèses. Des fois, nous avons un lien particulier avec une personne, car il est plaisant de discuter avec elle. Nous trouvons un centre d'intérêt commun. Nous sommes, comme on le dit, sur la même longueur d'onde. Et pourtant, il n'y a aucun réveil sentimental, aucune émotion qui jaillit. Il n'y a pas le feeling, comme on le dit. Puis, parfois, on a un sentiment, une émotion qui n'est pas expliquée intellectuellement. On n'a pas forcément un rapport très intellectuel, une réflexion ou un dialogue qui dépasse l'entendement, et pourtant, il y a un réveil émotionnel incommensurable entre ces deux personnes. De la même manière entre parents et enfants. Devons-nous être des parents aimants qui donnons aux enfants avec un amour inconditionnel qui dépasse le dialogue, qui dépasse cette fusion intellectuelle, cet attachement de réflexion? Ou devons-nous être des parents justement qui aimons nos enfants, qui nous attachons à eux et vice-versa, parce que justement il y a ce lien intellectuel, ce dialogue et cet échange? Alors la réponse se trouve dans notre paracha de cette semaine. Rachel, qui était donc cette jeune fille qui se présenta en premier à Yaakov lorsque celui-ci était aux abords du puits, lorsqu'il arriva aux frontières de Haran. Cette jeune fille, Rachel, pleine de vie, pleine d'intelligence, ses yeux pétillaient de force et de conviction. Eh bien, cette jeune fille, dans la Torah, il est dit sur elle qu'elle était Yefat Toar veyefat Mare. Une femme belle de prestance, belle intellectuellement, car nos sages dans la Kabbalah nous disent que cette beauté n'était pas seulement physique, mais c'était la vivacité d'esprit de Rachel qui attirait justement Yaakov. Alors que Léa, son aînée, était une fille plus triste, car depuis sa jeunesse, on lui annonçait qu'elle se mariera un jour avec Esav, le mécréant. Et à Rachel, on lui annonçait qu'elle se mariera avec Yaakov, qui était donc l'une des raisons de sa joie tout au long de sa jeunesse. Alors que Léa vit dans une adolescence triste et renfermée, introvertie, mélancolique. La Torah nous dit « Enea rakot », ses yeux étaient faibles. Certains midrash nous disent qu'elle en perdait ses cils. Donc elle n'était pas seulement moyennement belle physiquement, car lorsqu'une personne est triste, déprimée, alors ça se voit sur son physique. Ce n'était pas seulement pour cela, mais également elle avait
elle sombrait dans la faiblesse émotionnelle, alors que Rachel subjuguait et s'élevait dans l'élévation intellectuelle. Donc Léa fait référence à la sensibilité sentimentale, alors que Rachel à la vivacité intellectuelle. Yaakov est un homme intellectuel. C'est un homme qui, depuis sa jeunesse, depuis son enfance, passe 63 années de sa vie à étudier en solitaire, Yoshev Ohalim, installé dans les tentes. Ensuite, 14 années en communauté, dans les yeshivas de Shem et Ever à Jérusalem. Donc c'est un homme plein de connaissances, plein de savoir, à tel point que nous disons que l'héritage de l'étude de la Torah est référencé à Yaakov. Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. L'héritage du don de la Torah qui a été donné à Moshe vient de Yaakov, de cette perception intellectuelle de l'intelligence suprême divine de Dieu. C'est la raison pour laquelle Yaakov, qui est un homme d'intellect, un homme de réflexion et d'esprit, est attiré par une jeune fille avec cette vivacité d'esprit et intellectuelle. Il est attiré par Rachel. Et même lorsqu'il se mariera avec Léa, il passera la majeure partie de sa vie avec Rachel, seulement que peu de jours avec Léa, car il est attiré par cette fille. Il est attiré par ce trait de caractère qui est égal au sien. Lavan, qui est cet homme fourbe, menteur, qui a trompé Yaakov en lui donnant à la place de Rachel, pour laquelle il avait travaillé 7 ans, eh bien il lui donne Léa. Lavan est également cet homme intelligent, mais qui a transformé, qui a dévié cette intelligence vers la fourberie, vers la ruse, vers la malice, vers le mensonge. Également préfère Rachel, car puisqu'il est intelligent, alors il aime cette vivacité intellectuelle de Rachel. Il va lui liguer ses troupeaux, puisqu'on sait qu'avant que Yaakov arrive à Haran, Lavan avait perdu beaucoup d'argent. Et il avait transmis son héritage, une partie de son héritage déjà de son vivant, à Rachel. C'est la raison pour laquelle Rachel rencontre Yaakov aux abords du puits, car elle s'occupait de ses troupeaux. Et il délaisse Léa. Il n'est pas assez pédagogue pour s'occuper de cette jeune fille qui est triste, qui est désemparée, qui est déprimée, qui est seule dans son coin. Il refoulera ses sentiments. Il n'accueillera pas ses émotions et ses faiblesses. C'est la raison pour laquelle il n'offrira pas Rachel en premier, mais Léa, pour repousser Yaakov, car il veut garder Rachel pour lui. Il aime cette vivacité intellectuelle, encore une fois. Sauf que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et si Yaakov s'est marié avec Léa et Rachel, c'est parce qu'il devait passer par ce processus. Yaakov sait très bien que Lavan est à 2 doigts de le tromper. C'est la raison pour laquelle il donnera à Rachel certains signaux, certains codes pour le mariage. Car il pressentait déjà que Lavan allait le tromper. Et pourtant, lorsqu'il apprend donc que sa mariée n'était pas Rachel mais Léa, tout bonnement propose à Lavan de travailler encore 7 années avec beaucoup d'ardeur pour enfin se marier avec Rachel, au lieu de se révolter et de demander à Rachel tout de suite. Non, il sait profondément qu'il doit passer par ces différents processus. Bien qu'il sait peut-être, il a attiré son cœur, il a fait naître en lui une émotion particulière, un amour pour Rachel, il sait quand bien même qu'il faut passer par Léa. Il travaillera 7 années pour Léa, 7 années pour Rachel, car pour chacune d'elles, il faut passer tout un univers. Comme on le sait, le monde ne peut durer que 7000 ans, les 6000 millénaires, et ensuite le 7e qui sera celui de la venue de Mashiach. Il sait très bien que pour créer ce processus divin, il doit passer par ces 2 femmes. Et c'est grâce à cela justement qu'il pourra créer le Ham Israël. Car Yaakov, étant le père de la nation d'Israël, doit également créer un lien intellectuel, mais surtout émotionnel. Et puisque c'est un homme intellectuel, il devra se travailler pour descendre et comprendre la tristesse et la faiblesse de sa femme Léa. Un homme qui a sur lui la charge de tout le Ham Israël doit se mettre au niveau de chacun. Et pour ceux qui aiment l'intelligence, et pour ceux qui sont plus sentimentaux et qui ont des faiblesses émotionnelles. Alors, en effet, la Torah nous raconte que Yaakov se marie déjà et avant tout avec Léa, avant Rachel. Car c'est l'émotion qui doit être mise en avant tout. C'est la base et la fondation du couple. Seulement ensuite, il se maria avec Rachel, qui fera référence à l'intellect. Car dans une famille, si on veut que notre couple réussisse, si on veut qu'il y ait un lien qui se crée entre parents et enfants,
La base, la fondation, c'est l'amour, l'émotion, le partage. La conséquence a été simple. Léa a donné naissance à la moitié des tribus, 6 enfants plus une fille, justement grâce à cet amour émotionnel et inconditionnel que Yaakov lui offre. Alors que Rachel, qui fera référence à l'intellect, à l'amour conditionnel, référencé à l'intelligence, au dialogue que l'on peut avoir dans un couple, mettra au monde seulement que 2 enfants. Et nos sages nous disent que même ces 2 enfants, elle les a eus parce qu'elle a légué, elle a offert les signes, les signaux, les codes que Yaakov lui avait donnés. Elle les a offerts avec beaucoup d'amour et gentillesse, sans froisser sa sœur, Léa. Et parce qu'elle a eu cet amour, parce qu'elle a eu ce partage et cette ahava, alors effectivement, elle mérita 2 enfants, Yosef et Binyamin. Pourtant, il est intéressant de remarquer que Binyamin donnera naissance à 10 enfants et Yosef à 2 enfants. Donc dans le fond, Rachel également pourra procréer par la suite 12 tribus, si on peut dire ainsi. Mais c'est seulement dans le futur, parce que l'attirance et le lien intellectuel que l'on crée dans le couple, c'est très beau, c'est très fort, mais c'est à court terme. Cela doit être seulement comme une sorte d'électrochoc, une sorte d'énergie qui doit tout le temps nous pousser vers l'émotion. Le sechel est peut-être un moyen d'arriver justement à un amour, mais le but, c'est l'amour, l'émotion et les sentiments. Car dans le fond, peut-être que grâce à l'intellect, nous pourrons arriver, comme Rachel l'a fait, à donner naissance à 12 petits-enfants. Mais pour l'instant, à court terme, l'intellect ne peut pas marcher, ne peut donner naissance qu'à 2 enfants. Ce qui fait tenir un couple profondément, c'est l'émotion et le partage. C'est la raison pour laquelle, avant le mariage, lorsque 2 conjoints se rencontrent, lorsque de futurs conjoints se rencontrent pour un éventuel mariage, la base et la fondation de leur rencontre doit être le sechel, l'intellect. Réfléchir, dialoguer, essayer d'échanger des idées, voir si nous sommes sur la même longueur d'onde, essayer d'imaginer des objectifs, des rêves ensemble. Quelles sont tes convictions? Quelle est la manière que tu entrevois l'éducation de tes enfants? Comment veux-tu que les murs de ta maison respirent? Sur ces discussions intellectuelles doit se fonder et c'est ainsi que nous devons entrevoir le futur mariage. Mais lorsque nous avons appris et compris et su que cette personne est justement dans la même longueur d'onde, en tout cas plus ou moins, alors doit se créer, doit se former, et cela se passera assez naturellement, doit se créer l'émotion. Au moins, tout au moins, l'attirance du cœur. Et après cela, lors du mariage, toute notre vie, nous devons nous affairer à créer et à maintenir cette émotion constante. Cet amour, ce partage inconditionnel. Que l'on ait compris, que l'on n'ait pas compris, que l'on soit d'accord ou pas, comme on le dit vulgairement, pour le meilleur et pour le pire. Cette émotion doit être tout le temps maintenue, avec bien entendu une pointe d'intellect et de réflexion et de dialogue en dessous. Mais le dialogue n'est pas le but, le dialogue est la manière d'y arriver. Le but justement, comme on l'a dit, c'est l'amour. C'est la raison pour laquelle, très intéressant de remarquer que Léa se voit offrir les codes et les signaux, les simanim, par sa sœur Rachel. De là, nous comprenons que si Léa, donc qui fait référence à l'émotion, veut être maintenue, nous devons également se léguer de ces petits signes intellectuels qui sont donnés par Rachel, qui fait référence à l'intellect. Rachel offre les signaux à Léa, de la même manière que l'intellect et la réflexion et le dialogue offrent la possibilité à l'émotion d'être maintenue dans le couple. Si nous voulons nous aimer, et qui est donc le but, nous devons dialoguer. Nous devons essayer de nous comprendre. Il n'y a pas pire que les sous-entendus. Et c'est la raison pour laquelle également, lorsque Yaakov se réveille au petit matin et prend conscience, bien qu'il le savait profondément, prend conscience que c'est Léa, il est écrit « Vehine hi Léa ». Et voici, c'était Léa. Comme qui dirait, Rachel et Léa étaient comme une seule personne. Sauf que Rachel, c'est la fille joyeuse, très sympathique avant le mariage, qui montre tous ses atours, qui montre sa prestance, qui montre son avenance. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Après le mariage, après qu'on a signé le contrat, bas les masques. Et là, on découvre la vraie personnalité. Et pourtant, un homme, et de la même manière pour une femme, un homme doit apprendre, sauf qu'on parle de Yaakov,
Un homme doit apprendre à découvrir, à aimer, à consoler, à élever sa femme, son épouse, dans toutes les circonstances. Même si elle a gâché ce niveau de Rachel, même si elle n'est plus dans la même longueur d'onde, même s'il n'y a plus ce dialogue féerique d'avant le mariage. Nous devons nous soumettre à cette conscience qui est celle de savoir que le mariage, ce n'est pas tel que les romans le perçoivent, mais plutôt comme un investissement qui doit être un travail de longue haleine. Et nous devons aimer, consoler, travailler cet amour dans tous les cas, même lorsque l'on découvre que notre femme n'est plus la Rachel d'avant, mais plutôt la Léa, celle qui rentre du travail avec une déprime ou une fatigue en plus. Nous devons être là pour la soutenir, la maintenir, dans tous les cas. Rachel fait référence à la joie intellectuelle, la vivacité de l'esprit. Elle sera joyeuse toute son adolescence, mais après le mariage devient triste, car elle n'a pas d'enfant. Plus encore, elle vivra très peu d'années, car elle mourra lors de sa mise au monde de Binyamin, sera enterrée à Bethléem, et jusqu'à aujourd'hui, elle est sur la route entre Israël et en dehors d'Eretz Israël pour consoler ses enfants, pour intercéder auprès de Dieu lors des différents exils que nous allons passer. Rachel continue à pleurer. Et Rachel donnera naissance à Yosef, qui est l'ancêtre du Mashiach ben Yosef, qui n'est autre que le Messie qui est relié encore à l'exil. Car profondément, Rachel est celle qui montre son côté très vivacité, etc., mais qu'au fond a aussi ses faiblesses. Elle est encore reliée à la galoute, à l'exil. Alors que Léa, qui est peut-être, ne montre pas tous ses atours, et au contraire, propose à son époux les mauvais côtés de sa vie, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, le remords. Cette femme qui est Léa donnera naissance aux plus belles des tribus. Réhouven, l'aîné, Shimon, le guerrier, Lévi, les prêtres, Yehuda, l'ancêtre de Mashiach ben David, le dernier Messie, celui qui est relié non pas à la galoute, à l'exil, mais à la rédemption finale. Car en Léa, cette femme triste extérieurement, se cache en elle la profondeur de la joie, une joie incommensurable qui dépasse l'entendement, qui dépasse la condition intellectuelle. Cet amour que porte Yaakov pour Léa n'est peut-être pas l'amour superficiel et flashy qu'il porte pour Rachel, mais c'est un amour beaucoup plus intrinsèque, beaucoup plus profond, un amour qui ne s'exprime peut-être pas autant que pour celui de Rachel, mais qui est un amour véritablement intrinsèque et profond. Donc, pour finir, l'enseignement pour nous tous, pour nous toutes. Entrevoir le mariage doit commencer par une fondation intellectuelle, par des cours de Torah, par des conseils de nos amis, de nos rabbanim, de nos parents. Ainsi, nous pourrons comprendre quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les visions réelles et vraies que nous devons avoir de la vie. Mais cela ne doit pas se suffire à cela. On ne doit pas baser notre mariage sur une condition intellectuelle. Comme l'a fait Yaakov, il commença par Léa, car les fondations d'après le mariage sont cette force émotionnelle, cet amour environnant, cette émotion constante au sein du couple. Bien entendu, de la même manière que Rachel offre ses signes à Léa, cette émotion dans le couple doit être tout le temps maintenue par un soupçon d'intellect et de dialogue. Mais cela ne doit pas être la condition. S'il y a d'un seul coup un manque de dialogue ou un manque de magie, de féerie dans le couple, qui est donc référencé par Rachel, cette joie, cette frivolité, nous ne devons pas tomber dans la déprime. Nous devons renforcer l'émotion, renforcer l'amour, peu importe, pour le meilleur et pour le pire, donner et encore donner, car ce sont les fondations. Et c'est la véritable maintenance du couple. Ainsi, entre parents et enfants, nous devons donner les bases intellectuelles de dialogue et de réflexion, d'esprit et d'idées à nos enfants. Mais cela ne doit pas être la condition, car si un enfant ne ramène pas des bonnes notes, ce n'est pas la raison pour laquelle nous cesserons de l'aimer moins qu'un autre, parce qu'il ne nous fait pas assez honneur. L'amour que nous devons lui porter doit être inconditionnel. Cet amour, cette joie, ce partage qui est l'enfant, peu importe qui il est.
De la même manière, Yaakov va donner l'amour à ses enfants et ne va pas faire ce partage. Il va donner à Yosef peut-être un peu plus pour que celui-ci, et nous le verrons les semaines d'après, pour que celui-ci intercède et fasse évoluer cet amour que son père lui donne auprès de ses frères. Il en est ainsi pour le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un lien intellectuel à travers l'étude de la Torah et un lien émotionnel à travers la prière, les Tehillim, l'épanchement du cœur. L'épanchement du cœur doit être le fondement de notre journée, doit être la base. De pouvoir prier avec beaucoup d'émotion, mais cette émotion doit être maintenue par le fait de savoir que cette émotion n'est pas seulement superficielle, mais prend sa source dans une réflexion également. Donc petite réflexion avant la tefila, une belle tefila par l'émotion et ensuite une réétude, c'est-à-dire l'étude de la Torah, une véritable réflexion qui sera donc préalablement renforcée par une tefila. Donc voilà pour nous, au jour le jour, au quotidien, ce qui doit être pour nous une source d'enseignement, c'est de pouvoir aimer. L'amour, c'est ce que nous donnons à nos enfants, c'est ce que nous donnons au sein de notre couple. Car lorsque l'on aime et de manière inconditionnelle, il ne peut se passer que du bien, pour le meilleur et pour le pire. Shabbat Shalom et à très bientôt.